Salut à tous, c'est ODB. Aujourd'hui, et vous l'avez lu au titre, on s'attaque au T-44. Et ce char est spécial. Il apparaît à une période relativement fouillie dans le développement blindé soviétique, et notre T-44 va connaître des modifications majeures au cours de son développement. D'abord étudié comme le remplaçant mythique du T-34, il finira par être le modèle de transition vers une série de chars qui est encore utilisée par de nombreuses armées encore aujourd'hui, le T-54 et T-55. Pour comprendre d'où vient notre T-44, on va s'intéresser aux tentatives de modernisation du T-34, son petit frère. Le T-34, comme absolument tous les véhicules blindés du monde, possède des défauts et des avantages. Il brille notamment au niveau de son blindage incliné, difficilement perçable même sur les flancs, et de sa modularité, notamment au niveau de son châssis. Il possède en théorie une motorisation diesel, relativement fiable, mais qui n'est cependant pas présente sur tous les T-34 de début de production, puisque des pénuries de moteurs diesel ont pu être observées, ainsi certains sont équipés avec une motorisation essence directement héritée de la série des chars BT. Côté défaut, il n'est cependant pas en reste. Son équipage tout d'abord qui est composé de 4 hommes et où le commandant se voit aussi greffer le rôle de chargeur. L'espace à l'intérieur était réduit et le confort ultra minimal. Les suspensions Christie, héritées directement des chars de la série BT, se montrent être aussi inconfortables et amputent le blindé d'espace supplémentaire pour l'équipage. La tourelle manque aussi cruellement d'une coupole pour le commandant, ce qui limite la visibilité du chef de char. Il faut donc améliorer le design du T-34, et pour cela, deux solutions sont trouvées par les ingénieurs soviétiques sous la charge de Morozov, qui avait déjà travaillé pour Kochkin, le concepteur du T-34. La première est de simplement apporter à chaque année de production des améliorations progressives. Ainsi, en 1941, le T-34 se voit être équipé d'un nouveau canon, le F-34, qui est un perfectionnement de son tout premier canon de 76 mm, et il possède aussi plus de blindage. La deuxième piste est simplement de refaire un tout nouveau véhicule, mais sur la base du T-34, pour économiser du temps et surtout aussi pour garder les qualités du T-34, et enfin pour garder la standardisation de production, dont les soviétiques étaient plutôt fans. Ainsi, on voit apparaître dès le début de l'année 1941 le T-34M. La version M est une amélioration en tout point du T-34. Les suspensions Christie sont remplacées par un système de suspension à barre de torsion, plus fiable et confortable pour l'équipage, en plus de libérer de l'espace. La tourelle est équipée d'une coupole pour le chef de char, et un emplacement est installé pour le chargeur, faisant passer l'équipage de 4 à 5 hommes. Sa motorisation diesel est aussi perfectionnée, il est plus confortable, l'espace est mieux étudié à l'intérieur, en bref, il est une version plus perfectionnée du T-34, et s'il doit normalement rentrer en production et en service en 1941, il va malheureusement se heurter à l'opération Barbarossa. L'opération Barbarossa va venir mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière, et les soviétiques vont se rendre compte d'un paquet de problèmes avec leur armée, surtout doctrinalement parlant. L'URSS se rend compte de son infériorité de commandement, quand les Allemands eux mettent en avant la coopération interarmes et la communication entre les unités pour déborder l'ennemi le plus rapidement possible. Les soviétiques dans le même temps sont bloqués avec le système de commissaires politiques, qui explique en grande partie les défaites successives que l'armée rouge va se prendre en 1941. Pour la faire courte, chaque officier dans l'armée régulière devait rendre compte à un commissaire, et s'il voulait prendre une décision, il devait absolument avoir l'aval du commissaire politique, qui lui-même après devait demander à ses supérieurs. Vous voyez très bien le problème, et certaines unités seront absolument paralysées par les commissaires politiques, sans compter les purges staliniennes qui vont priver l'armée rouge de nombreux officiers compétents à tous les échelons et même dans les écoles de formation. Et d'ailleurs, pour pallier au problème de la double chaîne de commandement commissaire politique et officier de la troupe, les commissaires vont avoir, à partir de 1942, ordre de laisser plus de responsabilités aux officiers. Ainsi, si notre T-34M devait voir la production courant de l'année 1941, elle est annulée au profit d'une production en masse du T-34 pour remplacer les pertes qui s'accumulent au fil des mois. Entre juin 1941 et mai 1942, il n'est plus question d'une version modernisée toute neuve du T-34. Entre les déplacements massifs d'usines vers l'Est et la progression allemande vers Moscou, les soviétiques ne peuvent plus perdre de temps. Pour autant, notre T-34 continue d'être amélioré, surtout que les Allemands vont, de leur côté, perfectionner leurs équipements et utiliser de tout nouveaux moyens anti-chars. En juin 1942, décision est prise de relancer le développement du successeur du T-34. Pour cela, l'usine Uralvagonzavod, qui est alors la plus grande usine productrice de chars en URSS, va travailler avec l'équipe d'ingénieurs toujours dirigée par Morozov, qui était déjà en charge du T-34M. De cette coopération va naître un véhicule qui est testé dès mars 1943 en prototype, le T-43.
Le T-43 hérite d'une bonne partie des caractéristiques du T-34M. Il possède cependant un tout nouveau design de tourelle, plus arrondi et plus modulable, et l'ensemble du véhicule possède un meilleur blindage. Il est aussi plus lent que le T-34 et possède moins d'autonomie à cause d'un plus petit réservoir et d'une garde au sol plus importante. Le T-43 est tout de même jugé satisfaisant et une production en série est envisagée avant qu'un événement ne fasse en sorte, encore une fois, que le projet prenne une toute autre tournure, la bataille de Koursk en juillet-août 1943. Bataille mythique du front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Koursk est l'un des tournants définitifs pour les soviétiques. De plus, les soviétiques commencent à voir arriver en nombre les nouveaux chars allemands, avec les Tigres qui commencent à arriver fin 1942 à l'Est, et surtout le Panthère qui va connaître son premier gros affrontement à Koursk. Et le pauvre petit 76 mm du T-34 n'est clairement plus capable de percer le Tigre, le Panthère, et ça peut être même difficile pour lui de percer certaines variantes tardives du Panzer IV. Il faut donc tout changer. Fini cette idée de développer un nouveau char qui va prendre du temps pour rentrer en production et qui va probablement alourdir la logistique. Il faut trouver un moyen d'équiper le T-34, qui est déjà produit depuis plusieurs années par les usines, d'un canon plus puissant. Et pour ce faire, ils vont utiliser une tourelle plus large et qui est déjà développée, celle du T-43. Les soviétiques décideront d'y monter d'abord le 85 mm D5T, puis le ZIS S-53 de même calibre, donnant naissance au mythique T-34-85 et enterrant le projet du T-43. Les ingénieurs soviétiques ont donc travaillé sur 2 projets de modernisation du T-34 sans succès. Si la Seconde Guerre mondiale arrive à son terme et que le T-34-85 bien utilisé s'est montré être un bon véhicule, personne ne sait ce que réserve l'avenir, et l'armée rouge comme les Américains, les Anglais ou encore les Français savent pertinemment que les chars sont voués à évoluer, à posséder de meilleurs blindages, un meilleur armement et qu'ils ne pourront pas rester éternellement sur un char développé avant la guerre. Très inspiré par le Panthère, il décide donc de relancer un nouveau design pour un nouveau char successeur du T-34, car il ne faut pas oublier que le T-34 reste quand même dans son ADN un char de 1939. Et ça tombe bien, parce que les équipes d'Alexander Morozov travaillaient déjà depuis 1943 sur le successeur du T-34, en parallèle de leur travail sur le T-43. Ils ont dessiné un char complètement nouveau qui est censé supprimer une bonne fois pour toutes certains problèmes toujours présents du T-34, et surtout ouvrir le modèle vers des pistes pour ses modernisations futures. Le char du projet est alors nommé l'Objet 136, et il voit des changements drastiques comparés au T-34. Le châssis et la caisse sont complètement redessinés. Pour gagner de la place, les équipes de Morozov hésitent entre réduire l'espace du compartiment moteur ou élargir le char, et c'est finalement la première option qui est choisie. Autre gros changement, la tourelle occupe une place centrale dans le véhicule comparé à son emplacement à l'avant sur le T-34. Le T-44 est aussi plus léger et bien moins haut. Tout le compartiment moteur devait être spécialement conçu, bloc moteur et boîte de vitesse incluses, pour permettre une réparation facile en cas de casse, et il était installé perpendiculairement à la caisse. Le véhicule devait inclure uniquement le conducteur dans la caisse, qui possédait d'ailleurs sa propre cabine et une petite casemate, tandis que 3 autres membres d'équipage étaient dans la tourelle, commandant, tireur et chargeur. Niveau armement, il devait être armé du D5T de 85 mm et posséder une mitrailleuse en coaxiale. La totalité des obus devait quant à eux être stockés dans la caisse. Après ce premier travail préliminaire, Morozov fait envoyer les plans en novembre 1943 en haut lieu soviétique et obtient une réponse pour faire produire 2 prototypes entre janvier et février 1944. Le premier véhicule sort des usines à la fin janvier et il possède une tourelle légèrement plus large que le deuxième prototype, dû à un diamètre de l'anneau de rotation de 1800 mm. De plus, elle est soudée, tandis que le deuxième prototype possède une tourelle avec un anneau de rotation de 1600 mm, similaire au T-34-85 qui, elle par contre, est moulée. L'armée rouge ne se presse pas vraiment pour faire développer le véhicule ou pour le faire tester, pour la simple et bonne raison que la plupart des ressources sont allouées pour d'autres véhicules blindés jugés plus urgents, et donc entre l'ordre de production des prototypes et la sortie des véhicules des usines, les ingénieurs ont pour ordre d'améliorer le design, améliorations qui vont figurer sur les premiers prototypes. La grosse amélioration principale est l'emplacement des munitions. Sur le premier dessin, elles sont toutes stockées à l'avant dans la caisse. Sur le second, elles seront mieux réparties dans la caisse et dans la tourelle. Lors de la production, les équipes de Morozov se rendent compte qu'ils ont fait une erreur en mettant une casemate pour le conducteur, puisque les obus qui touchaient le char pouvaient ricocher entre la casemate et le bas de la tourelle, ce qui pouvait endommager l'anneau de rotation et casser la tourelle.
Pendant la production des 2 prototypes, le département qui s'occupe des chars en URSS ordonne la production d'un dernier prototype équipé d'un canon de 122 mm D25 dérivé de l'IS-2 et ISU-122. Ce nouveau canon était déjà installable grâce à la taille de la tourelle, cependant il bloquait le blindé à un emport de 24 obus. Les tests de tous ces prototypes sont effectués pendant plusieurs mois au début de l'année 1944 et certains vont voyager notamment à Moscou pour pouvoir être examinés. Les tests les plus importants concernent sa mobilité, son autonomie et son blindage. Concernant sa mobilité, le premier prototype va effectuer 590 km avec un T-34 qui sert d'élément de comparaison, tandis que les autres prototypes vont faire des distances variables. Quelques problèmes apparaissent, comme la trappe conducteur qui s'ouvre toute seule à haute vitesse, le système d'échappement qui chauffait beaucoup trop, ou encore l'embrayage qui s'use beaucoup trop vite, malgré que ce problème soit fort probablement lié à une mauvaise qualité de construction, chose récurrente dans de nombreux chars soviétiques. D'un autre côté, l'objet 136 consomme moins de carburant, il est aussi plus rapide que le T-34 et il est plus manœuvrable. Des tests d'armement sont aussi faits. Les 2 premiers prototypes vont d'ailleurs montrer de bonnes performances, notamment au tir par minute et en précision, même si l'emplacement des munitions dans le char n'est pas très pratique pour l'équipage. Cependant, la version avec le canon de 122 mm se montre, sans surprise, trop lente au rechargement, avec une moyenne d'entre 2 et 3 coups par minute. De plus, le canon va casser pendant les tests. Et c'est donc tout logiquement que le projet du T-44-122 est annulé au printemps 1944. Un des paramètres qui laisse à désirer cependant est l'emplacement de l'équipage dans l'habitacle. Les personnels qui vont tester les véhicules vont se plaindre d'être mal placés, les empêchant d'utiliser de façon effective les outils de vision du blindé. Si le conducteur a une bonne visibilité quand la trappe est ouverte, il lui est presque impossible de voir quand la trappe est fermée. L'un des derniers gros tests est le test de blindage. L'équipe de Morozov mettait en avant que le T-44 pouvait arrêter des obus de PaK-40 de 75 mm, le canon le plus utilisé par l'armée allemande à l'époque. Si les soviétiques ne vont pas faire les tests avec un PaK-40, alors qu'ils auraient pu, ils vont utiliser un canon de 76 mm et un canon de 85 mm. Si la caisse en frontale résiste bien aux obus de 76 et de 85, le gros point faible se situe sur la casemate du conducteur, qui réduit l'intégrité du blindage, et également sur les flancs, qui ne sont pas aussi protégés que l'équipe de Morozov le laissait penser. L'objet 136 doit donc être en partie repensé, et après les tests début 1944, les ingénieurs vont redessiner la caisse et la tourelle. En mai 1944, une deuxième version va être mise au test, avec cette fois-ci un Panther en élément de comparaison. La casemate conducteur, qui dégradait la résistance du blindage, est supprimée. Le T-44 est aussi plus bas que la première version, le bloc moteur reçoit aussi de nombreux changements dans son design et dans ses composantes. La tourelle se voit affublée d'un meilleur blindage et d'une monture pour le canon ZIS S-53 en service dans les T-34-85. Le tireur reçoit aussi de meilleures optiques. À la fin printemps, il est mis au test et montre de nouveaux problèmes, comme par exemple l'emplacement du conducteur qui est beaucoup trop proche de sa trappe et de ses points de vision. Le véhicule montre une maniabilité horrible en tout terrain, avec une vitesse maximale de 13 km/h en conditions difficiles. De plus, il consomme encore plus de carburant que la toute première version, et le moteur surchauffe en conditions difficiles. Et tout ça, c'est sans compter les très gros manques de fiabilité, notamment au niveau de ses roues, de ses galets et de ses chenilles. L'équipage n'est toujours pas bien placé, et de plus, lors de l'éjection, les douilles venaient gêner le chef de char. Certains membres d'équipage peinaient aussi à utiliser leur point de vision. En bref, cette version apporte beaucoup trop de problèmes. Et tout ça, c'est toujours sans parler du blindage qui est toujours insuffisant. La coupole n'est pas assez robuste puisqu'elle se plie sous le coup de certains obus explosifs, notamment L88. La tourelle n'est pas non plus assez résistante puisque le Panther peut la percer à plus de 2 km avec son canon, tandis qu'un PaK-43 peut très facilement percer le char sur les flancs. En bref, le char n'est vraiment pas assez peaufiné, et la mauvaise construction se retrouve aussi sur cette version puisque les plaques de blindage soudées se retrouvent dessoudées sous le coup des obus. En parallèle, fin 1944, une dernière version est testée en prototype. Elle est équipée d'un blindage supplémentaire anti-rocket HIT et d'un blindage frontal plus épais, d'une mitrailleuse Douchka de 12,7 mm sur la coupole du chef de char, d'un nouveau moteur et surtout d'un canon de 100 mm. Surnommée T-44-100 ou T-44B de façon officielle, cette version montre des qualités intéressantes et de nombreux changements comparés à notre T-44 principal. Elle sera peaufinée et modernisée, ce qui nous donnera quelques années plus tard la naissance du T-54. Mais revenons à notre T-44 principal. Après ces tests qui sont jugés insatisfaisants, l'équipe de Morozov a quand même pour ordre de finaliser au maximum le travail sur le char. Ils vont donc ainsi lui donner naissance à sa toute première version officielle, le T-44A.
Le T-44A est jugé beaucoup plus satisfaisant, il est en effet plus fiable et surtout il est plus blindé et l'avant du char est complètement retravaillé. Attaché au design et à l'idée, le bureau d'études des blindés de l'armée rouge va prospecter pour trouver une usine apte à lancer une petite production de 25 véhicules de test. C'est l'usine numéro 75 de Kharkiv, qui est rattachée au bureau d'études de Morozov, qui est choisie, pour la simple et bonne raison qu'elle construisait déjà des véhicules équipés de suspension à barre de torsion. D'autres usines vont produire certaines pièces, la numéro 264 va par exemple s'occuper de la caisse, tandis que l'usine métallurgique de Mariupol s'occupe de la tourelle. Problème, l'usine 75 n'était pas le premier choix pour la production des T-44, puisque cette usine était déjà largement en ruine et venait à peine de reprendre ses quartiers en 44. C'était le rôle d'autres usines de produire les T-44, mais finalement il était choisi que ce sera l'usine 75 de Kharkiv qui va s'en occuper. Problème, ils n'ont pas les manuels ni les plans de construction, et certains manuels devaient d'ailleurs contenir des améliorations. Ainsi, ils ont dû refaire en panique les manuels de construction des chars. Et donc la version qui va sortir des usines ne sera jamais la même que celle qui était à la base prévue. Courant novembre 1944, c'est 5 chars qui vont voir le jour. Après test par le bureau d'études, il est décidé que ces blindés, de trop mauvaise qualité, vont être envoyés à l'entraînement dans diverses écoles et régiments spécialisés. L'usine 75 a donc pour ordre de faire attention à la qualité des blindés qu'ils livrent. Cependant, rien ne va se passer comme prévu, car même les pièces livrées ne sont pas de bonne facture. De nouveaux quotas sont instaurés en 1945 et l'usine doit livrer 20 chars en janvier. Chars qui seront livrés en pleine nuit le 1er février. A partir de début 45, le rythme de livraison commence peu à peu à augmenter au fil des mois, et c'est aussi de même pour la qualité, même si chaque première série venait avec son lot de problèmes. Il est difficile de produire le T-44, et de plus, son coût est jugé beaucoup trop cher pour un char moyen. La guerre s'étant finie en mai, le T-44 n'était plus jugé être une priorité, et peu à peu sa production baissa drastiquement. L'armée rouge préféra le T-34-85, qui était déjà en production en nombre conséquent, et qui, bien utilisé, s'avérait être de très bons chars, et qui finalement ne différait pas tant que ça du T-44. Pour l'opérationnel, les T-44 seront utilisés à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale pour l'entraînement dans certaines brigades. 3 brigades vont en être équipées, la 6e de la garde, la 33e de la garde et la 63e brigade blindée de la garde. Mais lors de leurs engagements dans les derniers combats de la Seconde Guerre mondiale, ces brigades vont délaisser leurs T-44 au profit de T-34-85. Certaines sources indiquent que l'Allemagne de l'Est a aussi pu posséder des T-44 au cours de son histoire, mais c'est plus compliqué de trouver des infos là-dessus, donc je vous invite à prendre l'info avec des pincettes. Des rapports américains confirment cependant que les Polonais et les Roumains auraient été équipés de T-44 pour l'entraînement. Finalement, l'un des événements où le T-44 va être le plus présent, c'est la révolution hongroise de 1956 et le soulèvement de Budapest, où des T-44 de la 8e armée mécanisée ont pu être déployés. Mais c'est très compliqué de trouver des infos là-dessus, et vu que les T-44 n'étaient absolument jamais pris en photo par les soviétiques, ou que la propagande ne les mettait absolument jamais en avant, c'est toujours compliqué de trouver des infos sur les conflits auxquels ils auraient pu participer. Les soviétiques moderniseront tout de même leur T-44 avec la variante M qui apparaît courant 1961 et qui inclut le système de propulsion du T-54, une meilleure radio et le système de vision nocturne. Et finalement, la version S en 1966 qu'il dote d'un stabilisateur. La seule variante connue du T-44 est le BTS-4A, une version du T-44 en véhicule de dépannage. Le T-44 est finalement mal né, et il ne sera jamais le successeur du T-34 comme les soviétiques l'espéraient. Le T-44 était un char cher, dur à produire, et qui n'était pas si révolutionnaire comparé à un T-34 qui était déjà produit en masse, plus simple, plus fiable, moins cher, et équipé du même armement. La fin de la Seconde Guerre mondiale va aussi marquer la fin du projet T-44, qui ne sera plus une priorité pour l'armée rouge. Malgré tout ça, le T-44 a été la voie vers la production d'un autre char qui, lui, restera à jamais dans l'histoire comme un très bon char, le T-54. T-54 qui partage de nombreuses similitudes avec le T-44 et qui mènera vers le T-55, un char encore utilisé aujourd'hui dans de nombreux conflits, et ce pour une bonne raison, c'est un très bon char. En tout et pour tout, c'est même pas 2000 exemplaires du T-44 qui verront le jour, et il sera sorti du service en 1970 dans l'armée soviétique. Quand à côté, le T-34-85 est encore de nos jours en service dans certaines armées du monde. C'était tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu.
Dans la description, vous pourrez trouver tout un tas de documents soviétiques traduits et compilés avec photographie si jamais vous voulez un peu plus vous intéresser au T-44 et notamment aux tests qu'il a passés, autant dans sa phase de conception que de production. Si jamais vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!